BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquedec. Soyez les bienvenus dans le club BFM Crypto. Si demain vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Avec nous aujourd'hui, nous recevons Lilian Aliaga, journaliste chez Cryptos. Bonjour Lilian. Bonjour Amaury. Et on sera peut-être en direct avec Sébastien Gouspillou du Salvador, mais c'est pas gagné. D'abord, on commence par faire un tour sur le marché crypto avec Vincent Gann. Bonjour Vincent. Bonjour Amaury, bonjour Lilian, bonjour à tous. Analyste financier indépendant. Comment ça va Vincent ? Écoutez, très bien, Amaury. Je vais aussi bien que le Bitcoin sur les dernières semaines. À la fois, ambiance bullish. Et vous, cher Amaury ? Très bien, très bien. Je crois que c'est votre anniversaire, non ? Exactement, oui. Aujourd'hui même ? Oui, c'est le 7 novembre. J'ai atteint les 41 avant que le cours du Bitcoin ait atteint lui-même les 41 000 $. Ah là 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 là, fier de moi. Très 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 bon anniversaire Vincent. Merci beaucoup. Et voilà, belle date parce que ça fait presque 2 ans que le cours du Bitcoin atteignait son ATH, son record, les fameux 69 000 $. Où est-ce qu'on en est désormais Vincent au niveau technique sur le Bitcoin ? Oui, alors effectivement, Amaury, vous avez bien raison de relever cette date, puisque nous sommes, pas exactement 2 ans jour pour jour, il faut que j'aille vérifier, mais l'ancien record historique du cours du Bitcoin, alors ça dépend si on regarde le contrat futur ou le marché au comptant, mais grosso modo, l'ancien record historique avait été établi le 8 ou le 9 novembre 2021. Alors finalement, ça fait seulement 2 ans que le cours du Bitcoin a atteint son ancien record historique. Moi, je suis assez persuadé que chacun dans sa représentation mentale du marché crypto, tout le monde a plus ou moins le sentiment que ça fait beaucoup plus longtemps que le marché, que le BTC avait atteint son record historique. Mais voilà, ça fait seulement 2 ans. Ensuite, on a eu un bear market d'1 année. Et puis finalement, ce bear market, alors le débat est ouvert, mais en tout cas la phase majeure de baisse, elle a été interrompue dès l'automne 2022, à l'époque dans le sillage d'FTX. Donc on a eu 1 an de marché baissier. Et depuis, le cours du Bitcoin, il a sous les pieds 1 année de reprise. Alors même, pour être plus précis, le cours du Bitcoin est vraiment reparti à la hausse au début de l'année 2023, en se stabilisant sur les 15 000 $, un peu moins. Là, si on regarde aussi le prix des contrats à terme, on avait dû faire 14 900 $. Et puis depuis, donc, il a rebondi de 15 000 à 35 000 $. Alors cette phase de rebond, elle a été surprenante et elle en a surpris plus d'un, même beaucoup. Et je pense même qu'elle continue d'en surprendre beaucoup. Pourquoi surprenante ? Parce que déjà, elle a une importance relative importante. Et surtout parce qu'elle s'est faite à contre-courant de toutes les pressions fondamentales globales macro dont vous parlez sur votre antenne régulièrement. Et même pour être plus précis, elle est surprenante parce que le cours du Bitcoin depuis le début de l'année, et surtout depuis le printemps dernier, il est leader au sein de toutes les classes d'actifs, c'est-à-dire qu'il a battu tous les indices boursiers. Et vous savez, même depuis le déclenchement, la reprise du conflit au Proche-Orient, il a même trouvé le moyen d'avoir une meilleure performance que les valeurs refuges, comme l'or et l'argent. Donc, Bitcoin, il est leader. Voilà, au final, comme il a réussi à passer de son ancien record historique il y a 2 ans, 1 an de grand marché baissier pour assez vite retrouver cette... Alors, il ne faut pas non plus exagérer, on se situe encore toujours 49% sous l'ancien record historique. Alors, moi, ce que je relève, ce qui est intéressant de relever, c'est que pour certains, cette reprise haussière du cours du Bitcoin, elle est un piège. Un piège haussier, un bear trap rally. Vous savez, Amaury, quelle que soit la classe d'actifs, que ce soit le marché action, le marché d'échange, les taux d'intérêt, le marché des matières premières, en bourse, il y a toujours des phases psychologiques. Et lors des renversements haussiers de la tendance de fond, donc la transition entre un marché baissier et une reprise haussière pour aller vers de nouveaux plus hauts, on traverse toujours cette phase psychologique de déni. Et actuellement, moi, je vous garantis que pour parler à un certain nombre d'intervenants, que ce soit quelqu'un qui s'y intéresse d'assez loin ou même de près, il y a cette phase de doute, cette phase de déni, le sentiment que la reprise du Bitcoin est un peu illégitime ou qu'elle s'appuie sur des choses pas suffisamment tangibles. Et moi, à titre personnel, c'est ce qui me laisse penser que cette phase haussière qu'on a vécue depuis 12 mois, elle est la première étape du nouveau grand marché haussier. Et pour être plus précis, j'estime que justement, comme typiquement une séance comme aujourd'hui, où on observe sur Bitcoin ou aussi sur les altcoins une phase de correction, de retracement ou de pause, eh bien moi j'estime que ces phases de baisse, parce qu'un marché ne monte jamais en ligne droite, ces phases de baisse sont et seront des opportunités de se placer sur le marché. Donc Vincent, là, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que il y a eu une belle hausse du Bitcoin ces dernières semaines, mais même ces derniers mois. On l'a dit dans cette émission, plus 110% en 1 an, ce qui est quand même important, très important. Oui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y aura un retracement léger, ou alors c'est qu'on pourrait carrément revenir
selon vous, aux niveaux les plus bas qu'on a connus avant? Alors, c'est effectivement une question importante. Pour le très court terme, le cours du Bitcoin, il est maintenant dans une situation technique de surachat. C'est à peu près certain. Maintenant, cette phase de surachat, il y a plusieurs façons de l'épurer pour aller plus haut. Moi, c'est mon sentiment. Si votre question est de savoir est-ce qu'on peut encore avoir un gros drop, un effondrement, un retour sur les plus bas 15 ou 20 000 $, alors c'est toujours possible, mais il faudrait pour moi un fait exceptionnel ou une déception majeure. Vous savez, par exemple, les attentes énormes vis-à-vis des lancements des ETF Bitcoin Spot, en particulier celui de BlackRock. Il faudrait que le régulateur américain dise non à BlackRock, et là, effectivement, il peut y avoir encore ce risque de gros drop. Mais moi, ça, c'est un scénario que je juge assez minoritaire. Maintenant, pour ce qui est sur le plan technique, le cadre très court terme, le marché est suracheté, c'est normal, il a bien performé depuis quelques semaines. Il y a deux façons d'épurer ce surachat avant de repartir. C'est soit une phase de transition latérale. Alors, comme le marché semble faire accrocher autour des 34 000 $, pour le très court terme, le niveau des 34 000 $, c'est le pivot. Pourquoi? Parce que lorsque vous regardez la heatmap de liquidité, lorsque vous regardez là où sont placés la plupart des stops de protection des traders à court terme, on voit qu'ils sont positionnés juste sous 34 000. Donc on pourrait avoir un retracement plus profond si les 34 000 étaient emportés, ça pourrait nous ramener à 31, 32 grand max avant de repartir. Ce niveau des 31 000, 32 000 $, c'est le garant de la reprise haussière. Il ne faut absolument pas l'enfoncer pour pouvoir envisager que ce mouvement haussier se développe davantage. Mais pour le moment, sur le marché des alts, sur le marché crypto, Bitcoin reste en surperformance vis-à-vis des alts. C'est vraiment sur Bitcoin que tout se passe. Et je ne pense pas qu'on aura un retracement vraiment très profond. Bitcoin donc reste le métronome de ce marché, Vincent. Vous, en tout cas, personne n'a le boule de cristal, c'est important de le rappeler, mais pour les investisseurs qui nous écoutent, ça veut dire que le Bitcoin au niveau des 35 000 aujourd'hui, 35 000 $, vous ne l'achetez pas, vous attendez potentiellement un retracement, c'est ça Vincent? Oui, voilà, si vous voulez, lorsqu'on pratique l'analyse technique, alors se positionner dans le sens de la tendance, c'est la base. Donc forcément, oui, là, on cherche plutôt des façons d'entrer. La deuxième règle, c'est qu'on n'achète jamais sous résistance ou on n'achète jamais en surachat et on n'achète pas non plus en divergence baissière en zone de surachat. Donc en tendance haussière, c'est bien de chercher à acheter. Maintenant, il faut acheter sur support lorsque les indicateurs de momentum ont mis fin à une situation de surachat. Alors pour le moment, c'est pas le cas. Ça peut être le cas si on reste assez plat encore plus au jour à 34 000 $. Ce sera plus probablement le cas si on se replie d'abord à 31 000, 32 000 $. Voilà, si quelqu'un me demandait, Vincent, je ne suis pas entré dans Bitcoin, je joue un scénario de hausse à horizon 2 ans, objectif revenir sur les records historiques 70 000 $, quel support me conseillerais-tu à court terme? Voilà, le premier qui est tangible, c'est entre 30 et 32 000 $. Bon, très clair Vincent, mais on s'intéresse aussi beaucoup à Ethereum. Et Ethereum, qu'est-ce qui se passe sur Ethereum là? Il est un peu en retard par rapport au Bitcoin. Hein. C'est toujours le Bitcoin qui mène la danse, on va dire. Là, où en est Ethereum par rapport à Bitcoin, Vincent? Quelle différence il y a, s'il y en a une vraiment importante? Alors en fait, sur le marché crypto actuellement, il y a plus ou moins tout le monde qui est en retard face à Bitcoin. Il y a une métrique que tout le monde suit, c'est ce qu'on appelle la dominance. La dominance d'une crypto, ou la dominance du Bitcoin, c'est le poids relatif de cette crypto dans la capitalisation boursière totale crypto. Et en fait, sur les derniers mois, on a à la fois une avancée du cours du Bitcoin et on a une avancée aussi significative de la dominance du Bitcoin. C'est-à-dire qu'en fait, c'est lui qui surperforme l'ensemble des alts. Donc ça c'est encore plus vrai qu'avant, le fait qu'il surperforme l'ensemble des alts, Vincent? Alors c'est plus vrai qu'avant, c'est-à-dire qu'en fait ça se reproduit assez souvent, c'est assez cyclique. Ce qu'on observe, c'est lorsqu'un nouveau bull market démarre, c'est d'abord Bitcoin qui démarre. Et lorsque Bitcoin a eu une phase d'avancée assez importante, et d'ailleurs que le grand public commence à s'y intéresser, on parle alors à ce moment-là du début de la saison dite des altcoins, c'est-à-dire tous les autres jetons. Je vais mettre BTC, ETH et puis après tous les autres jetons. Et cette saison des alts, elle n'a pas commencé. Moi je dirais que nous sommes dans une pré-saison des alts, c'est-à-dire que les alts les plus qualitatives, elles clairement ont fait leur bottom, ont déjà eu une première impulsion, et c'est d'ailleurs celle-ci qu'il faut acheter en retracement, et aujourd'hui certaines retracent de 4 ou 5%, ça peut être une opportunité, mais le vrai point de départ de la saison des alts, c'est lorsque Bitcoin continuera de monter, mais que sa dominance, elle, entamera une correction. Et pour l'instant, nous ne sommes pas dans cette phase-là, et nous n'y serons pas tant que psychologiquement, les investisseurs resteront dans cette phase de déni. Donc vraiment, la saison des alts, c'est quelque chose qui peut attendre même le début de l'année prochaine.
D'accord, très clair Vincent. Merci beaucoup Vincent Gagne et encore bon anniversaire, profitez bien. Merci beaucoup. Vincent, analyste financier indépendant, à très bientôt. Bonne journée et bonne soirée. Lilian, vous êtes avec nous, journaliste chez Cryptos, Lilian Aliaga. Vincent le disait il y a un instant, c'est vrai qu'il y a certains altcoins. Alors, selon Vincent, c'est pas encore ce qu'on appelle la alt season, qui pourra arriver bien plus tard, mais il y a quand même certains altcoins qui se sont réveillés. Lilian, lesquels par exemple? Il y en a eu quelques-uns en effet qui ont donné aux investisseurs du marché crypto un petit sentiment de retour de bull run. Ça nous rappelait les bons moments du marché de 2021 et surtout certains actifs qui sont quand même assez connus, notamment EGLD, anciennement Elrond et désormais donc Multiverix, qui la semaine dernière a enchaîné 2 journées dans le vert, plus 30 et plus 40% si je dis pas de bêtises, donc des belles performances. On a eu aussi Solana. Solana qui avait été parmi les actifs qui ont le plus souffert de ce bear market, notamment parce qu'il était très proche de l'écosystème FTX et Sam Bankman-Fried. Et sur la hausse de Solana, justement, est-ce qu'on peut faire un lien avec ce procès? Là, on le rappelle, Sam SBF qui a été condamné, reconnu coupable de 7 chefs d'accusation jeudi dernier. Le verdict sera rendu le 28 mars 2024. Le lien direct avec le procès, oui et non. En fait, ça fait un petit moment que finalement, avec cette affaire FTX, ils sont sortis de l'écosystème Solana. Et l'un des principaux reproches qu'on pouvait faire à Solana, c'est d'être une blockchain de VC. C'est souvent le terme qui revenait. Donc, c'est-à-dire d'être trop dépendant des fonds d'investissement et des venture capital, notamment FTX Venture, qui était le VC de FTX, de l'écosystème donc de Sam Bankman-Fried. Le fait qu'il soit plus là, évidemment, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Solana. C'est intéressant ça. Pourquoi ce serait un problème pour expliquer aux gens qui nous écoutent, qui ne seraient pas forcément au courant de ça? Pourquoi est-ce que c'est un problème si certaines cryptos dépendent trop de fonds d'investissement? C'est-à-dire qu'on a peur qu'ils vendent tout d'un coup et que du coup, ils prennent leur profit sur là où les particuliers achètent. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est une tendance qu'on constate de plus en plus, notamment sur les projets de blockchain de layer 1, blockchain d'infrastructure. On remarque qu'il y a beaucoup de fonds d'investissement qui se penchent sur ces projets-là, plus que sur le reste. D'ailleurs, j'ai pas de statistiques à vous proposer, mais je sais que c'est le cas. Et en fait, on le regarde dans les tokenomics de ces projets, ce qui est consacré à la communauté est beaucoup plus faible que ce qui est consacré aux fonds d'investissement, aux venture capital, aux investisseurs privés qui supportent le projet. Alors c'est évident que quand on lance un projet dans l'écosystème crypto, on a besoin de financement. On a besoin de lever des fonds, c'est tout à fait normal. Mais cette répartition, aujourd'hui, elle est problématique. Et chez Solana, elle était véritablement problématique, notamment aussi parce que dans l'infrastructure de cette blockchain, il n'y avait pas dans le consensus quelque chose qui prévoyait qu'il y avait une certaine équité entre les validateurs. Si vous aviez plus d'argent, vous aviez plus de chances de valider un nœud que quelqu'un qui a moins d'argent. Et ça, c'est un vrai problème. Et donc, comme c'est une blockchain qui était beaucoup supportés par des fonds d'investissement, donc qui allaient verrouiller leur grosse quantité de tokens Sol, ils avaient beaucoup plus de poids que d'autres dans le projet, dans la gouvernance. Et puis, comme vous le disiez, ils ont des tokens qui peuvent vendre massivement quand ils le souhaitent. Alors bien sûr, il y a des mécanismes pour prévenir ça, donc des verrouillages de tokens qui sont du coup déverrouillés par palier, mais ça, évidemment, ça ne suffit pas. Donc oui, c'est plutôt une bonne nouvelle, d'autant plus que Solana a réussi à se construire une belle communauté qui n'a jamais arrêté de suivre le projet. Aujourd'hui, on voit que l'équipe arrive à refaire quelque chose d'intéressant avec ce projet, même sans les VC. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais. Oui, certains même adeptes entre guillemets de la communauté Solana entre guillemets étaient même surpris de la reprise. De la puissance de cette reprise, en tout cas à ce moment-là, aujourd'hui. Vu comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas encore la alt season, mais il y a quand même, par exemple, des tokens comme Elrond, vous l'avez dit tout à l'heure, qui ont de belles performances. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ça? Est-ce que ça s'explique ou on a des infos ou pas du tout? Alors pour Elrond, je ne suis pas un fin connaisseur de cet écosystème. Je sais qu'ils ont fait beaucoup de communication ces derniers temps. Ils lançaient pas mal de nouveautés. C'est certainement l'un de leurs points forts. Sans cesse l'innovation. D'ailleurs, même pendant ce bear market, ils ont été l'un des seuls projets à continuer à innover, à proposer des nouveaux services. Donc peut-être que c'est lié à ça. Après, comme le disait Vincent, il y a une petite euphorie qui fait que on espère potentiellement le départ d'une nouvelle alt season, qui fait que certains altcoins arrivent à surperformer Bitcoin à court terme. Mais bon, en réalité, moi, je rejoins totalement Vincent sur cet aspect-là. C'est des petits engouements à court terme sur parfois des petites déclarations. Mais bon, dans la réalité, voilà, c'est
c'est anecdotique, on va dire. Oui, c'est bien de le rappeler. Attention, prudence sur les marchés. Prenez votre temps. On devait être au Salvador avec Sébastien Gouspillou, un spécialiste du minage et cofondateur de Big Block Green Services. Sauf que Sébastien n'a pas encore récupéré sa valise, donc il n'a pas son matériel pour faire la visio avec nous. Il sera là très bientôt dans l'émission, mais on est désolé, Sébastien ne pourra pas être en direct aujourd'hui en tout cas dans l'émission, mais ce n'est que partie remise. Le Salvador quand même, Lilian, on va en parler, parce que Nayib Bukele, il y a une question qui tourne autour de lui, donc le président du Salvador, on se demande s'il aurait détourné le fonds Covid-19 pour l'adoption du Bitcoin, s'il aurait utilisé ces fonds-là pour autre chose que le Covid, notamment là pour le Bitcoin. Est-ce que c'est fondé? Qu'est-ce qu'on sait? Bon, c'est une actualité qu'il faut prendre avec des pincettes, donc on va vraiment utiliser le conditionnel, mais c'est un groupe, alors j'ai noté le nom parce que je ne l'aurais pas retenu, qui s'appelle l'Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP, donc avec mon accent en anglais exceptionnel, je vais rester sur OCCRP, qui a sorti un dossier la semaine dernière justement sur la Banque de développement d'Amérique centrale et particulièrement sur le gouvernement de Nayib Bukele, donc au Salvador. Et il l'accuse d'avoir, plutôt que le lancement donc, de Bitcoin en tant que monnaie légale au Salvador, repose sur une fraude. Parce que, pour rappeler à ceux qui nous écoutent, le Salvador, il y a 2 ans, en septembre 2021, avait fait du Bitcoin, donc une monnaie légale dans son pays. Avec la fameuse ley Bitcoin, effectivement, qui obligeait tous les commerçants à accepter le Bitcoin et plein d'autres choses. Le Bitcoin serait plus taxé comme une monnaie légale là-bas. Exactement, et d'ailleurs ce développement qui évidemment avait demandé beaucoup d'argent. Et dans ce dossier, eh bien, on pointe du doigt le fait que Nayib Bukele ait potentiellement utilisé de l'argent qui n'était pas destiné à ça. Et donc en fait, concrètement, cet argent, il vient donc de la Banque d'Amérique centrale qui lui aurait prêté au Salvador 600 millions de dollars initialement pour aider en fait toutes les petites entreprises du Salvador à faire face à la crise du Covid-19. Un peu comme chez nous en France et en Europe, quoi. Tout à fait. C'était un prêt en 2021 et c'est tout à fait normal. Bon, après le fonctionnement de cette banque est un petit peu différent de ce qu'on peut connaître en Occident avec des prêts qui sont plutôt ami-ami. Donc il n'y a pas beaucoup de contraintes autour de ces prêts. Mais ce que révèle donc l'OCCRP, c'est que seulement 20 millions de dollars ont été utilisés justement pour aider les entreprises. Mais 200 millions de dollars auraient été utilisés pour la bitcoinisation, comme ils appellent, donc du Salvador. La réalité, c'est que la Banque d'Amérique centrale, la Banque de développement d'Amérique centrale, elle soutenait ce projet du Salvador, ça c'est un fait. Elle a même apporté une aide technique au Salvador, mais dans le contrat de ce prêt, il était bien mentionné que c'était dédié donc au Covid-19 et non pas au Bitcoin. Et c'est là où justement le Salvador a potentiellement franchi une ligne, et c'est là où donc ils sont potentiellement coupables d'avoir détourné ces fonds. Et ça, c'est pas tellement étonnant dans le sens où on a déjà entendu parler de quelque chose d'assez similaire il y a quelques mois, une mise en examen de Nayib Bukele qui aurait détourné des fonds publics pour acheter du Bitcoin cette fois-ci. Donc il faut prendre évidemment cette actualité avec des pincettes. C'est un dossier qui est sorti la semaine dernière. Il y a certainement une enquête qui va être menée. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage dans le sens où le Salvador, c'est le pays étendard de l'adoption du Bitcoin en tant que monnaie légale dans un pays. Donc le fait que ça puisse reposer potentiellement sur une fraude, ça donne une mauvaise image et c'est vrai que c'est assez dommage. Bon, de toute façon, tout ce qui se passe au Salvador, on en reparlera, comme je le disais tout à l'heure, dans cette émission, notamment avec Sébastien Gouspillou, donc depuis le Salvador, ou à son retour, quand il aura retrouvé sa valise, en tout cas, on lui souhaite, retour en France. Lilian, avec CoinHouse, donc plateforme d'échange crypto française, qui dévoile son compte euro avec l'IBAN français pour simplifier l'accès aux crypto-monnaies. Alors, c'est quand même une grande nouvelle, vous allez nous expliquer pourquoi. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire dévoiler son compte euro là, pour les gens qui nous écoutent, qui ne seraient pas dans la crypto, on va dire. Eh bien, c'est une actualité qui est sortie ce matin même, si je ne dis pas de bêtises, et c'est CoinHouse qui est, pour ceux qui nous écoutent, l'une des plus grosses plateformes d'échange de crypto-monnaies en France, l'un des pionniers dans ce domaine. Et ils ont donc annoncé le lancement d'un compte euro, donc en fait un compte pour stocker ses euros, avec les mêmes services que peuvent proposer des banques traditionnelles, avec un IBAN. Et donc, pourquoi est-ce que ça a fait beaucoup de bruit et pourquoi est-ce que c'est vraiment intéressant ? Je pense que tous ceux qui ont déjà investi dans la crypto-monnaie peuvent en témoigner ou ont déjà entendu parler de ça. Quand on veut faire un virement bancaire vers une plateforme d'achat de crypto, aujourd'hui, il est possible qu'on se fasse refuser ce virement. Ça m'est déjà arrivé personnellement, à titre personnel.
Et c'est déjà arrivé, je pense, à beaucoup de personnes. Et ça, on peut même se voir supprimer son compte par la banque parce qu'on a voulu transférer de l'argent vers une plateforme. Et souvent, il y a un motif. Par exemple, dans votre cas personnel, Lilian, la banque vous a dit quelque chose en particulier? Tout simplement que l'investissement dans les crypto-monnaies, c'est risqué. On n'a pas envie que vous preniez des risques en tant que particulier. Donc, bon, la démarche, évidemment, sur le papier, elle est plutôt louable. Mais en réalité, on voit que c'est des cas qui sont très nombreux. Et justement, c'est cet aspect-là que Coinhouse voulait contrer en disant, nous, on va vous proposer un compte bancaire avec un IBAN, un compte euro pour stocker vos euros, sans engagement, qui n'est pas payant et qui va vous permettre donc de facilement transférer vos euros vers des cryptos. Donc ça veut dire qu'on peut concrètement ouvrir depuis ce matin, je ne sais pas si c'est effectif encore ou si c'est une annonce. Je crois que pour les particuliers c'est effectif et c'est d'ailleurs, je précise, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais grâce à un partenariat avec une entreprise qui s'appelle Trésor, qui est en fait une filiale de la Société Générale, qui s'occupera donc de la gestion des fonds des clients. D'accord, donc ça veut dire que maintenant chez Coinhouse, on peut ouvrir un compte bancaire classique et après on fait ce qu'on veut avec ces euros et on peut les investir en crypto sans que ce soit empêché par une banque. Exactement, c'est la principale proposition de valeur, on va dire. Mais ce qui est aussi intéressant avec cette actualité, c'est que ça ne touche pas que les investisseurs particuliers. Il s'attaque aussi aux entreprises. Et tout ce que je vous expliquais, évidemment pour les particuliers, c'est encore pire pour une entreprise. Quand vous êtes un porteur de projet et que vous voulez vous lancer dans l'industrie des cryptos, trouver une banque qui va vous accompagner dans ce projet, c'est pas tout simple. Et donc, Coinhouse propose de dire, on va vous faire pareil, un compte euro pour votre entreprise avec les accompagnements bancaires traditionnels, avec un IBAN, etc. Mais surtout avec des services supplémentaires qui sont propres à votre activité dans le domaine des cryptos. Donc un accompagnement sur la fiscalité, par exemple, ou quelque chose qui va faciliter vos transferts, comme on appelle on-off ramp, c'est-à-dire fiat vers crypto, crypto vers fiat. Donc voilà, c'est l'idée de ce que va proposer Coinhouse. Je crois que ça devrait sortir courant novembre pour 50 € par an, si je ne dis pas de bêtises. Je ne me suis pas plus renseigné sur les montants puisque ça ne me concerne pas particulièrement, mais en tout cas, voilà, c'est une vraie bonne nouvelle parce que ça va permettre d'accélérer l'adoption de l'investissement en crypto-monnaie pour les particuliers en France, mais aussi l'adoption, le développement de cette industrie crypto en France. Exactement, Lilian, grande nouvelle pour cette industrie Web3, car les freins des banques freinaient beaucoup l'innovation notamment et même l'investissement de certains particuliers, donc à suivre. Petit détour par les États-Unis avec Elon Musk, parce que lui, Elon Musk, concrètement, contrairement à Coinhouse, se désintéresserait peut-être des crypto-monnaies, Lilian. Lui qui, entre guillemets, avait tant d'impact sur les cours il y a encore quelques mois, aujourd'hui, il ne serait plus crypto-friendly, entre guillemets. Alors, vous allez voir qu'il a toujours de l'impact sur les cours, mais pas forcément de la bonne manière. On dirait que son étiquette de milliardaire le plus crypto-friendly, elle lui colle vraiment toujours de toute manière à la peau, puisque initialement, cette actualité, elle est tout à fait normale. C'est la start-up d'Elon Musk qui s'appelle XAI, donc XAI, qui est une start-up d'intelligence artificielle qui a annoncé le lancement de son nouveau chatbot, qui est, pour faire très simple, un concurrent de ChatGPT. Donc jusqu'ici, rien d'anormal. Sauf que, évidemment, des investisseurs sur le marché crypto ont réussi à trouver un actif qui s'appelle XAI aussi, qui était inconnu au bataillon jusque-là, mais qui a connu ce qu'on appelle un pump and dump. Donc, c'est-à-dire qu'il a pris 175% de hausse en moins de 24 heures. Et évidemment, il est retombé tout aussi vite puisqu'il n'y a aucun fondamentaux derrière. Ça a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, beaucoup de monde en ont parlé. Certains médias spécialisés aux États-Unis en ont aussi parlé. Et donc, Elon Musk a été un petit peu obligé de répondre. Et ce qu'il a dit, alors j'ai sorti sa citation, il a dit « Pour être très clair, aucune de mes entreprises ne créera jamais de token de crypto-monnaie ». C'est donc là, l'annonce dont vous parliez, Amaury. Alors, il y a deux manières de voir cette déclaration d'Elon Musk. La première, c'est la plus logique, à savoir que il s'est désintéressé du Bitcoin, il s'est désintéressé de la technologie blockchain, des cryptos de manière générale. Et c'est, on va dire, pas choquant, puisque d'après ses récentes déclarations ou ses récentes actions, ça coïncide plutôt. On va dire que, par exemple, SpaceX détenait des bitcoins en trésorerie, ils les ont plus, ils les ont vendus récemment. Lui, il a récemment déclaré, Elon Musk, que la technologie sur laquelle il pariait le plus à l'avenir, c'était l'intelligence artificielle, plus que sur n'importe quel autre domaine, et notamment la blockchain. Donc, c'est pas choquant de voir que il s'y désintéresse.
En revanche, la deuxième vision, et ça c'est une vision qui est partagée par pas mal d'investisseurs et notamment les fans de la communauté Dogecoin. Rapidement, il nous reste quelques secondes, Lilian. Je termine, eh bien que voilà, comme Elon Musk est un fan du Dogecoin, eh bien pour eux ça veut dire qu'il ne créera pas de token mais qu'il utilisera le Dogecoin à l'avenir sur Twitter, sur X ou sur n'importe quelle autre plateforme. Et à suivre. Merci beaucoup Lilian Léga, journaliste chez Cryptos. Merci aussi à Vincent Gann, analyste financier indépendant qui nous accompagnait en début d'émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne journée, bonne soirée. À demain, 15h. BFM Business, BFM Crypto, le club.